Dans la nuit du 23 octobre 1892, 300 hommes encagoulés ont encerclé une modeste demeure en bois au bout du chemin Cypress Creek, dans le comté de Wilkinson, Mississippi. Leurs torches illuminaient les pins comme autant de lucioles démoniaques. Ils venaient pour un homme, un seul homme. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cet homme possédait le pouvoir de détruire chacune de leurs familles sans lever le petit doigt. Avant de poursuivre ce récit troublant, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment un homme noir, seul face à 300 membres du Ku Klux Klan, a transformé une nuit de terreur en révélation cauchemardesque. Le comté de Wilkinson, niché dans le sud-ouest du Mississippi, avait toujours été une terre de contradictions violentes. Avant la guerre, les plantations de coton s'étendaient jusqu'aux rives boueuses du fleuve Mississippi, et la richesse coulait comme le sang dans les veines d'une aristocratie qui se croyait invincible. Après la défaite confédérée et la brève période de la reconstruction, cette région avait sombré dans une amertume féroce. En 1892, presque 30 ans après la fin de la guerre de sécession, le comté de Wilkinson vivait sous un régime de terreur codifié. Les lois Jim Crow avaient remplacé l'esclavage par une ségrégation implacable. Les hommes noirs ne pouvaient voter que sur le papier. Dans les faits, des taxes impossibles à payer et des tests de lecture truqués les écartaient des urnes. La violence rôdait comme un prédateur affamé, toujours prêt à bondir. Le Ku Klux Klan, officiellement dissous puis reformé dans l'ombre, régnait en maître. Ses membres n'étaient pas des étrangers masqués venus de terres lointaines. C'étaient les commerçants qui vous vendaient votre farine, les juges qui présidaient les tribunaux, les shérifs qui patrouillaient les routes, les pasteurs qui prêchaient le dimanche. Tout le monde savait qui ils étaient sous leur capuche blanche, mais personne n'osait prononcer leur nom à voix haute. La ville principale du comté, Woodville, comptait environ 2000 âmes, divisées strictement par la couleur de leur peau. Les Blancs vivaient dans le centre, dans des maisons à colonnes qui tentaient d'imiter la grandeur d'avant-guerre. Les Noirs habitaient en périphérie, dans des cabanes de bois aux toits qui fuyaient et aux fenêtres qui ne fermaient jamais complètement. Entre les deux mondes, un gouffre invisible mais infranchissable. C'est dans ce contexte étouffant qu'un homme nommé Isaiah Freeman avait établi son cabinet médical. Dr Isaiah Freeman. Ce nom seul était une provocation dans le comté de Wilkinson. Un homme noir qui se faisait appeler docteur, qui avait étudié la médecine, qui osait soigner les Blancs autant que les Noirs. Pour beaucoup, c'était une abomination contre l'ordre naturel des choses. Isaiah était né esclave en 1857 sur une plantation à quelques kilomètres au sud de Woodville. Sa mère, Esther, travaillait comme sage-femme pour les esclaves, et parfois discrètement pour les femmes blanches dont les grossesses délicates nécessitaient des soins qu'elles ne voulaient pas confier aux médecins masculins de la région. C'est ainsi qu'Isaiah avait été exposé, dès son plus jeune âge, aux secrets les plus intimes des familles blanches. Le maître de la plantation, un certain Nathaniel Hargrove, était un homme étrange pour son époque. Veuf sans héritier, éduqué dans le Nord, il croyait que l'esclavage était une institution condamnée, bien qu'il en profitât encore. Il avait autorisé Esther à enseigner la lecture à son fils, un crime passible de fouet ou pire dans la plupart des plantations. Isaiah avait appris à déchiffrer les livres dans le secret de la nuit, à la lueur d'une chandelle volée. Quand la guerre avait éclaté, Isaiah n'avait que 4 ans. Quand elle s'était terminée, il en avait 8 et goûtait pour la première fois à la liberté. Nathaniel Hargrove, mourant de tuberculose, avait fait quelque chose d'extraordinaire dans son testament. Il avait légué une somme d'argent pour l'éducation d'Isaiah Freeman, à condition que le garçon quitte le Mississippi et étudie dans le Nord. C'est ainsi qu'Isaiah s'était retrouvé à 14 ans dans une école pour noirs à Philadelphie, puis à 20 ans à l'Howard University de Washington, étudiant la médecine avec une détermination que ses professeurs qualifiaient de féroce. Il avait excellé,
Non par génie naturel, mais par un travail acharné qui ne connaissait ni repos ni répit. Chaque nuit, il étudiait jusqu'à ce que les mots dansent devant ses yeux. Chaque jour, il observait, apprenait, mémorisait. En 1881, à 24 ans, Isaiah Freeman était devenu médecin diplômé. Il aurait pu rester dans le Nord, où les opportunités étaient plus nombreuses, où la vie était moins dangereuse. Mais quelque chose le tirait vers le Sud, peut-être un sens du devoir envers ceux qui n'avaient pas eu sa chance. Peut-être une fierté têtue qui refusait de fuir. Peut-être simplement le besoin de prouver qu'un homme noir pouvait se tenir debout là même où ses ancêtres avaient été enchaînés. Il était revenu dans le comté de Wilkinson en 1882 et avait établi son cabinet dans une petite maison en bois au bout du chemin Cypress Creek. Une pancarte modeste annonçait ses services. Dr Isaiah Freeman, médecine générale. Consultation pour tous. Les premiers mois avaient été difficiles. Les Noirs du comté venaient le consulter avec un mélange de fierté et de méfiance. Fierté d'avoir l'un des leurs qui était docteur. Méfiance parce qu'ils n'avaient jamais pu se payer un médecin auparavant et ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils pouvaient faire que les remèdes de grand-mère ne faisaient pas déjà. Isaiah soignait gratuitement ceux qui ne pouvaient pas payer, acceptait des poulets, des légumes, des heures de travail en échange de consultations. Il visitait les malades dans leurs cabanes, parcourant des kilomètres à pied ou à cheval par tous les temps. Il assistait aux accouchements, soignait les fièvres, réduisait les fractures, extrayait les dents pourries. Les Blancs, eux, l'ignoraient complètement. Le comté avait déjà 2 médecins blancs, le docteur Silas Pemberton et le docteur Henry Caldwell, tous 2 formés avant la guerre dans des écoles du Sud. Pourquoi diable un blanc irait-il consulter un médecin noir? Puis, une nuit de janvier 1883, tout avait changé. Martha Cassidy, l'épouse du juge Thomas Cassidy, était en train de mourir. Elle saignait abondamment suite à une fausse couche et ni le docteur Pemberton ni le docteur Caldwell ne parvenaient à arrêter l'hémorragie. Ils avaient essayé tous les remèdes de leur manuel poussiéreux, mais le sang continuait de couler, trempant les draps de soie, formant une mare sombre sur le plancher de chêne. C'est la servante noire de la famille Cassidy, une femme nommée Clara, qu'Isaiah avait soignée quelques semaines plus tôt pour une pneumonie, qui avait murmuré à l'oreille du juge, en panique. Il y a un docteur noir au bout de Cypress Creek. Il a étudié dans le Nord. Il sait des choses que les vieux docteurs d'ici ne savent pas. Le juge Cassidy, un homme qui avait passé sa carrière à faire respecter les lois de ségrégation, qui avait condamné des hommes noirs à mort pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis, avait dû faire face au choix le plus terrible de sa vie. Laisser mourir sa femme pour préserver l'ordre racial ou faire venir un médecin noir dans sa demeure. L'amour avait vaincu le préjugé, au moins cette nuit-là. Isaiah se souvenait encore du regard des docteurs Pemberton et Caldwell quand il était entré dans la chambre de Martha Cassidy. Un mélange de rage, d'humiliation et de soulagement lâche. Il pourrait se décharger de la responsabilité si elle mourait. Mais il ne partirait pas. Oh non! Il resterait pour surveiller, pour critiquer, pour s'assurer qu'il pourrait pointer du doigt l'incompétence du médecin noir si les choses tournèrent mal. Isaiah avait ignoré leur regard. Il s'était lavé les mains avec du savon et de l'eau chaude, un geste que les 2 vieux médecins avaient observé avec dédain. Tout le monde savait que l'eau et le savon ne servaient à rien. Ce qui comptait, c'était l'expérience, l'intuition, le talent. Mais Isaiah avait étudié les travaux de Semmelweis, de Lister. Il connaissait l'importance de la propreté, même si la théorie des germes n'était pas encore complètement acceptée. Il avait examiné Martha Cassidy avec des mains propres, avait identifié que le placenta n'avait pas été complètement expulsé, provoquant l'hémorragie continue. Avec une délicatesse et une précision qui avaient fait taire même les docteurs Pemberton et Caldwell, il avait retiré les tissus restants, avait administré un mélange de plantes qu'il avait apprises de sa mère, combiné avec de l'ergot de seigle pour contracter l'utérus. En 2 heures, l'hémorragie avait cessé. En 3 jours, Martha Cassidy était hors de danger. Le juge n'avait jamais remercié Isaiah en public.
Mais il lui avait payé discrètement une somme généreuse et avait veillé à ce qu'aucune violence ne lui soit faite pour avoir franchi le seuil d'une maison blanche. Après cette nuit, quelque chose d'étrange s'était produit. Les Blancs du comté ne l'accueillaient pas ouvertement. Ils ne le saluaient pas dans la rue. Ils ne reconnaissaient pas publiquement son existence. Mais dans le secret de la nuit, quand personne ne regardait, il venait. Il venait pour des maladies honteuses qu'ils ne voulaient pas confier au docteur Pemberton ou Caldwell, qui étaient leurs voisins, leurs amis de club, qui jouaient aux cartes avec leurs épouses. Il venait pour des syphilis contractées dans des bordels clandestins, pour des gonorrhées qui brûlaient comme le feu, pour des grossesses illégitimes qu'il fallait interrompre avant que les maris ne découvrent l'adultère. Il venait aussi pour des maladies mentales qu'il voulait cacher, pour des mélancolies profondes qui rendaient leurs filles incapables de quitter leur lit, pour des crises de nerfs qui secouaient leurs épouses comme des possessions démoniaques, pour des comportements étranges de leurs fils qu'ils attribuaient à la masturbation excessive ou à la lecture de livres pervers. Et Isaiah les soignait tous. Non pas par bonté d'âme, bien qu'il eût de la compassion même pour ceux qui le méprisaient, mais parce qu'il avait compris quelque chose de fondamental. Le pouvoir ne venait pas de la force brute dans le comté de Wilkinson. Il venait du savoir, et plus particulièrement du savoir des secrets. Car Isaiah faisait quelque chose que ni le docteur Pemberton ni le docteur Caldwell ne faisaient de manière systématique. Il tenait des registres méticuleux. Chaque patient, chaque diagnostic, chaque traitement était consigné dans des cahiers qu'il cachait sous une latte de plancher dans son cabinet. Il notait tout. Le nom complet du patient, la date de la consultation, la nature exacte de la maladie, les circonstances suspectes, les aveux murmurés pendant la fièvre, les confessions arrachées par la douleur. Il savait quel homme d'affaires respectable avait la syphilis et l'avait transmise à sa femme. Il savait quelle épouse de pasteur avait avorté d'un enfant qui n'était pas de son mari. Il savait quel jeune homme de bonne famille souffrait d'une dépendance à la morphine. Il savait quelle femme de la haute société avait des crises d'hystérie si violentes qu'elle devait être attachée à son lit. Il savait quelle fillette de 12 ans avait été violée par son oncle et était venue le voir pour des saignements inexpliqués. Il savait quel homme politique local battait son épouse si sauvagement qu'elle avait 3 côtes cassées et un œil qui ne voyait plus. Il savait quel juge avait un fils illégitime avec une femme noire qu'il gardait dans une cabane à la lisière de sa propriété. Isaiah gardait tous ses secrets avec le sceau du serment médical. Il ne les révélait jamais. Il soignait ses patients blancs avec le même soin qu'il soignait ses patients noirs. Mais il écrivait tout, chaque détail, chaque date, chaque nom. Et au fil des années, ses cahiers s'étaient remplis. 10 ans de secrets, 10 ans de honte cachée, 10 ans de crimes et de péchés que personne d'autre ne connaissait. La vie d'Isaiah Freeman était une danse complexe entre visibilité et invisibilité. Le jour, il était le médecin noir qui soignait les pauvres dans leur cabane. La nuit, il était le confesseur silencieux des riches qui venaient frapper à sa porte quand les rues étaient désertes. Il vivait seul dans sa maison du chemin Cypress Creek. Il n'avait jamais pris femme, bien que plusieurs jeunes femmes noires de la communauté eussent montré de l'intérêt. Comment aurait-il pu leur expliquer sa vie double? Comment aurait-il pu mettre une épouse en danger avec les secrets qu'il portait? Sa maison était simple mais soignée. 2 pièces principales. Un cabinet médical à l'avant, avec une table d'examen, des étagères de flacons et d'instruments chirurgicaux, une bibliothèque contenant ses livres médicaux. Et à l'arrière, sa chambre personnelle avec un lit étroit, une chaise, une petite table où il prenait ses repas. Sous le plancher du cabinet, dans un espace creux qu'il avait aménagé lui-même, reposaient ses trésors les plus précieux. 7 cahiers épais, reliés en cuir noir. Chaque page couverte de son écriture serrée et précise. Des milliers de consultations, des centaines de secrets. Il avait conscience que ces cahiers étaient à la fois sa protection
et sa condamnation potentielle. Si leur contenu était révélé au grand jour, cela détruirait des dizaines de familles respectables du comté. Mais si on découvrait qu'il conservait ces informations, qu'il documentait méthodiquement les faiblesses et les crimes de l'élite blanche, sa vie ne vaudrait pas plus qu'une chandelle dans une tempête. Pourtant, Isaiah ne pouvait s'empêcher de continuer. C'était devenu plus qu'une simple précaution. C'était une chronique, un témoignage, une façon de dire « Je vois qui vous êtes vraiment. Je vois derrière vos façades. Je connais vos mensonges. » Et parfois, très rarement, il utilisait ce savoir de manière subtile. Quand un patient noir était accusé injustement d'un crime, et que Isaiah savait que le véritable coupable était un blanc qu'il avait soigné, il trouvait des moyens détournés de faire parvenir l'information aux bonnes personnes. Un mot glissé à un journaliste. Une lettre anonyme au shérif. Une suggestion murmurée à un avocat. Il ne pouvait pas changer le système. Mais il pouvait, de temps en temps, introduire un grain de sable dans les rouages de l'injustice. L'année 1892 avait commencé dans une atmosphère de tension inhabituelle. L'élection présidentielle approchait et les démocrates blancs du Sud étaient déterminés à empêcher toute résurgence du pouvoir politique noir, même symbolique. Le Ku Klux Klan, qui avait connu des périodes de sommeil relatif, se réveillait avec une virulence renouvelée. Des incidents commençaient à se multiplier dans le comté de Wilkinson. Un homme noir accusé d'avoir regardé une femme blanche de manière inappropriée avait été fouetté publiquement. Une église noire avait été incendiée. Des croix brûlées dans les champs la nuit, semant la terreur dans les communautés noires. Isaiah sentait le danger monter comme une marée. Les patients blancs qui venaient à le consulter la nuit semblaient plus nerveux, plus pressés de partir. Certains arrêtaient complètement de venir. Ils comprenaient le message. L'époque permettait une certaine hypocrisie privée, mais même cette hypocrisie avait des limites quand la violence collective était dans l'air. Puis, en septembre 1892, quelque chose s'était produit qui avait mis le comté en ébullition. Un jeune homme noir nommé Samuel Porter avait été accusé d'avoir volé dans un magasin de Woodville. Le propriétaire du magasin, un homme blanc du nom de Walter Cunningham, affirmait que Samuel était entré dans son établissement et avait subtilisé une montre en argent. Samuel clamait son innocence, disait qu'il n'avait jamais mis les pieds dans ce magasin, qu'il était chez lui ce jour-là avec des témoins. Mais les témoignages de Noirs ne valaient rien contre la parole d'un blanc. Samuel avait été arrêté, jugé en une journée, condamné à 10 ans de travaux forcés. C'était essentiellement une sentence de mort. Les chaînes de forçat dans le Mississippi étaient des machines à tuer. La plupart des hommes n'y survivaient pas 3 ans. La communauté noire était révoltée, mais impuissante. Que pouvait-il faire? Se soulever? Il serait massacré. Protester légalement? Les tribunaux étaient une farce. Fuir? Où irait-il? Isaiah, lui, savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Il savait que Walter Cunningham souffrait d'une maladie mentale qui lui causait des hallucinations et des délires paranoïaques. Il l'avait soigné à plusieurs reprises pour ses troubles, lui avait prescrit de la bromure pour calmer ses nerfs. Dans ses cahiers, il avait noté que Cunningham devenait parfois incohérent, accusait les gens de complots imaginaires, voyait des choses qui n'existaient pas. Il savait aussi que Cunningham avait des dettes de jeu considérables et que la montre en argent avait probablement été vendue par Cunningham lui-même pour payer ses créanciers, avant qu'il n'oublie l'avoir vendue et n'accuse le premier noir venu de l'avoir volée. Isaiah avait fait face à un dilemme moral terrible. S'il révélait ces informations, il trahirait le secret médical. Mais s'il ne disait rien, un innocent irait pourrir dans un bagne. Il avait essayé une approche indirecte. Il avait écrit une lettre anonyme au juge qui avait condamné Samuel, suggérant que Cunningham souffrait de troubles mentaux et que son témoignage devait être considéré avec prudence. La lettre avait été ignorée. Pire, le juge avait fait savoir publiquement qu'il considérait cette lettre comme une insulte à l'honneur d'un citoyen blanc respectable. Puis Isaiah avait essayé de parler directement à l'avocat de Samuel, un jeune homme blanc du nom de Robert Hayes,
qui semblait avoir encore quelques principes. Hayes l'avait écouté poliment, avait même semblé troublé par ce qu'Isaiah lui disait. Mais finalement, il avait secoué la tête. « Je ne peux pas utiliser ça au tribunal. Le témoignage d'un médecin noir contre la parole d'un blanc, cela ne ferait que rendre les choses pires. Et comment avez-vous obtenu ces informations médicales sur Cunningham? Si cela se sait, c'est vous qui aurez des problèmes. » Isaiah avait compris qu'il ne pouvait rien faire. Samuel Porter avait été emmené en chaîne vers le bagne. 3 semaines plus tard, des nouvelles étaient revenues. Samuel était mort. Officiellement, d'une fièvre. Officieusement, tout le monde savait qu'il avait probablement été battu à mort ou laissé mourir sans soin. La communauté noire avait pleuré. Isaiah, lui, avait ressenti quelque chose de différent. Une rage froide. Une détermination glaciale. Il avait ouvert ses cahiers et avait commencé à compiler une liste spéciale. Tous les secrets les plus sombres qu'il connaissait sur les hommes les plus puissants du comté de Wilkinson. Il ne savait pas encore ce qu'il ferait avec cette liste. Mais il savait qu'un jour, peut-être, elle servirait. Ce jour était arrivé plus tôt qu'il ne l'avait imaginé, et de manière plus terrible. Début octobre 1892, Isaiah avait reçu une visite inhabituelle. C'était en plein jour, ce qui était déjà étrange. La plupart de ses patients blancs ne venaient que la nuit. Mais cet homme était venu en plein après-midi, était descendu de son cheval devant la maison d'Isaiah sans même essayer de cacher sa présence. C'était James Sullivan, l'un des hommes les plus riches du comté, propriétaire de vastes terres, d'un moulin à coton, d'actions dans plusieurs banques. Un pilier de la communauté blanche. Un ancien colonel confédéré qui portait encore son titre avec fierté. Sullivan était entré dans le cabinet d'Isaiah avec l'expression d'un homme qui a déjà un pied dans la tombe. « Dr Freeman, avait-il dit d'une voix rauque, « j'ai besoin de votre aide, et j'ai besoin de votre discrétion absolue. » Isaiah l'avait examiné. Les symptômes étaient clairs pour un médecin formé. Les tremblements, la sueur froide, les pupilles dilatées, la respiration sifflante. Sullivan souffrait d'une intoxication chronique au laudanum, cette teinture d'opium que tant de gens de l'époque prenaient pour calmer leurs nerfs, leurs douleurs, leur ennui. Mais ce n'était pas le pire. En examinant plus attentivement Sullivan, Isaiah avait découvert des signes d'une maladie vénérienne avancée, probablement la syphilis dans sa phase tertiaire. Des lésions caractéristiques, des troubles neurologiques, des signes de dommages au cerveau et au système nerveux. Sullivan était mourant. Peut-être lui restait-il 6 mois, peut-être 1 an. Mais il était condamné. Isaiah le lui avait dit avec la franchise directe qui caractérisait sa pratique médicale. Il ne mentait jamais sur les diagnostics, même quand la vérité était terrible. Sullivan avait accusé le coup comme un homme recevant une balle. Il était resté silencieux un long moment, regardant ses mains tremblantes. Puis il avait demandé « Pouvez-vous au moins soulager la douleur, faire en sorte que je puisse mettre mes affaires en ordre ?» Isaiah avait hoché la tête. « Je peux vous prescrire des médicaments qui rendront vos derniers mois plus supportables. Mais vous devez comprendre que la maladie suivra son cours. Il n'y a pas de guérison possible. » Sullivan l'avait remercié d'une voix brisée, avait payé généreusement, et était parti. Isaiah avait noté tous les détails dans son cahier, comme toujours. Colonel James Sullivan, 53 ans, addiction au laudanum, syphilis tertiaire, pronostic décès dans moins d'1 an. Ce qu'Isaiah ne savait pas encore, c'est que Sullivan avait un fils, Marcus Sullivan, un jeune homme de 28 ans, ambitieux, cruel et profondément impliqué dans le Ku Klux Klan local. 2 semaines après la consultation de James Sullivan, Marcus Sullivan avait fait irruption dans le cabinet d'Isaiah un soir. Pas pour une consultation, pour une confrontation. Marcus avait trouvé dans les affaires de son père une facture d'Isaiah Freeman. Il avait interrogé le vieux Sullivan qui, affaibli par la maladie et peut-être par la culpabilité, avait fini par avouer. Il avait consulté le médecin noir. Il était malade. Gravement malade. Marcus était fou de rage.
Non pas de tristesse pour son père mourant, mais de rage qu'un homme de leur statut ait dû s'abaisser à consulter un nègre comme il l'avait craché avec mépris. Il avait exigé qu'Isaiah lui donne tous les détails de la maladie de son père. Isaiah avait refusé, invoquant le secret médical. Cette réponse avait rendu Marcus encore plus furieux. Un nègre qui lui parlait de secret médical, comme s'il était un vrai docteur, comme si ces règles blanches du Nord s'appliquaient ici dans le Mississippi. Mais ce qui avait vraiment enragé Marcus, c'était autre chose. En fouillant dans les affaires de son père, il avait trouvé d'autres reçus d'Isaiah Freeman. Des consultations s'étalant sur plusieurs années. Des sommes considérables payées pour des traitements mystérieux. Marcus avait commencé à se poser des questions. Pourquoi son père consultait-il ce médecin noir depuis si longtemps? Que cachait-il? Il avait confronté son père, l'avait poussé à avouer. Et James Sullivan, dans un moment de faiblesse induit par la morphine qu'Isaiah lui avait prescrite pour la douleur, avait lâché plus qu'il n'aurait dû. Il avait mentionné que beaucoup d'hommes respectables du comté consultaient le docteur Freeman en secret, que c'était une pratique courante pour certaines maladies honteuses. Cette révélation avait allumé une étincelle dangereuse dans l'esprit de Marcus Sullivan. Si tant de blancs respectables consultaient ce médecin noir, cela signifiait qu'ils connaissaient leurs secrets, leurs faiblesses, leurs maladies honteuses. Et s'ils les connaissaient, ils pouvaient les utiliser contre eux. Marcus en avait parlé à ses amis du clan. L'idée s'était répandue comme une traînée de poudre. Ce nègre, ce docteur Freeman, il connaît nos secrets. Il sait des choses qu'il ne devrait pas savoir. C'est un danger. Il faut s'en occuper. Dans les jours qui avaient suivi, Isaiah avait senti le danger se rapprocher. Ses patients blancs avaient complètement cessé de venir. Des regards hostiles le suivaient quand il se rendait à Woodville pour acheter des fournitures médicales. Des murmures cessaient brusquement quand il passait. Puis, les menaces avaient commencé. D'abord subtiles. Un message glissé sous sa porte. Les nègres qui en savent trop finissent mal. Puis plus direct. Une croix brûlée dans son jardin une nuit. Des coups de feu tirés près de sa maison, assez près pour être un avertissement, assez loin pour ne pas être une tentative de meurtre immédiate. Les membres de la communauté noire étaient venus le voir, l'avaient supplié de partir. « Fuyez vers le nord, docteur Freeman. Ils vont vous tuer. Vous le savez. Partez pendant qu'il est encore temps. » Mais Isaiah n'était pas parti, peut-être par orgueil, peut-être par un sens têtu de la justice, peut-être parce qu'il savait que fuir ne servirait à rien. S'il voulait vraiment le tuer, il le traquerait où qu'il aille. Au lieu de cela, il avait préparé sa défense, pas avec des armes, bien qu'il possédât un vieux revolver que sa mère lui avait donné, mais avec ses cahiers. Il avait passé 3 jours et 3 nuits à compiler toutes les informations les plus compromettantes de ses 10 années de pratique. Il avait créé un dossier détaillé sur 73 hommes blancs du comté de Wilkinson. Leurs maladies secrètes, leurs crimes cachés, leurs scandales enterrés. Dans ce dossier, on pouvait lire que le révérend Josiah Hampton, qui prêchait la pureté morale tous les dimanches, souffrait d'une gonorrhée chronique contractée auprès de prostituées noires qu'il visitait régulièrement dans un bordel clandestin. On pouvait y découvrir que le juge Thomas Cassidy, qui condamnait sévèrement l'adultère et l'immoralité, avait eu une liaison de 2 ans avec l'épouse de son associé et l'avait mise enceinte. Isaiah avait pratiqué l'avortement lui-même sous la pression et les menaces. On y apprenait que le shérif William Dutton, qui se vantait de sa force et de sa virilité, souffrait d'une maladie nerveuse qui le rendait impuissant et qu'il traitait avec des doses massives de strychnine qui le faisaient trembler comme une feuille. On y lisait que le banquier Albert Frost avait tenté de se suicider 3 fois à cause d'une mélancolie profonde et qu'il était maintenant dépendant à l'opium qu'Isaiah lui prescrivait pour le garder fonctionnel. On y découvrait que le propriétaire terrien Edward Richmond battait son épouse si sauvagement qu'elle avait perdu l'usage de son bras gauche et qu'Isaiah avait dû remettre en place ses os brisés à plusieurs reprises. Chaque secret était documenté avec des dates, des détails cliniques, des témoignages de consultation.
C'était une bombe qui, si elle explosait, détruirait l'élite entière du comté de Wilkinson. Isaiah avait fait 3 copies de ce dossier. L'une était cachée sous le plancher de son cabinet. La deuxième avait été confiée à un pasteur noir de confiance avec des instructions précises. Si quelque chose m'arrive, envoyez ceci au journal le plus proche qui acceptera de le publier. La troisième avait été envoyée par courrier à un avocat noir de Philadelphie avec qui Isaiah avait étudié, accompagné d'une lettre expliquant la situation. Puis, il avait attendu. Il savait qu'il viendrait. C'était juste une question de temps. Le jour du 23 octobre 1892 avait été étrangement calme. Trop calme. Les oiseaux ne chantaient pas. Le vent lui-même semblait retenir son souffle. Isaiah avait senti dans ses os que ce serait cette nuit-là. Il avait passé la journée à préparer sa maison. Il avait barricadé les fenêtres avec des planches. Il avait chargé son revolver et l'avait posé sur la table de son cabinet. Il avait sorti le dossier de sa cachette sous le plancher et l'avait placé bien en évidence sur son bureau. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de rouge sang, Isaiah s'était assis dans son fauteuil et avait attendu. Il avait pensé à sa mère, morte 10 ans plus tôt de vieillesse. Il avait pensé à tous les patients qu'il avait soignés, noirs et blancs. Il avait pensé à Samuel Porter, mort injustement dans un bagne. Il n'avait pas peur, ou plutôt, sa peur était devenue quelque chose d'autre. Une clarté froide, une résolution de fer. S'il voulait le tuer, il le ferait de toute façon, mais il ne partirait pas sans se battre. Et il ne se battrait pas avec des balles qui ne serviraient à rien contre une foule. Il se battrait avec la vérité. Vers 9 heures du soir, il avait entendu les premiers bruits. Des chevaux, beaucoup de chevaux, des voix d'hommes. Puis, comme un cauchemar devenant réalité, il les avait vus. Ils arrivaient par le chemin Cypress Creek comme une marée blanche fantomatique. Des hommes en robes blanches et cagoules pointues. Des torches brûlant dans la nuit. Isaiah s'était levé, s'était approché de la fenêtre. Il avait compté 20, 50, 100, 200, 300. 300 hommes du Ku Klux Klan encerclaient sa maison. Si ce récit vous glace le sang, laissez un like et dites-moi en commentaire ce que vous pensez qu'Isaiah Freeman va faire face à cette horde. Parce que ce qui va suivre va défier toutes vos attentes. La scène était surréaliste. 300 hommes formaient un cercle presque parfait autour de la modeste maison en bois d'Isaiah. Leurs torches créaient une mer de lumière vacillante qui transformait la nuit en jour infernal. On aurait dit les cercles de l'enfer de Dante prenant vie dans le Mississippi. Mais ce qui était le plus terrifiant, c'était le silence. 300 hommes, et pas un bruit, pas de cris, pas d'insultes, pas de menaces hurlées, juste un silence épais, lourd, qui pesait comme une pierre tombale. Ils attendaient, comme des prédateurs encerclant une proie, sachant qu'elle ne peut pas s'échapper, prenant leur temps pour savourer la terreur. Isaiah les observait depuis sa fenêtre. Il pouvait voir leurs silhouettes blanches se découpant contre les ténèbres au-delà. Sous leur cagoule, il ne pouvait voir leur visage, mais il savait qui ils étaient. Il reconnaissait la posture du shérif Dutton, la démarche du juge Cassidy, la carrure du révérend Hampton, tous ces anciens patients, tous ceux dont il connaissait les secrets les plus sombres. Il y avait une justice poétique terrible dans cette situation. Les hommes qu'il avait soignés, qu'il avait guéris, qu'il avait aidés dans leurs moments les plus vulnérables, étaient maintenant venus pour le tuer. La médecine n'avait pas d'importance. La compassion n'avait pas d'importance. La couleur de sa peau effaçait tout le reste. Puis le silence fut brisé. Une voix s'éleva. Isaiah la reconnut immédiatement. Marcus Sullivan. Nègre, sors de cette maison. Tu as 30 secondes avant qu'on la brûle avec toi dedans. Isaiah ne bougea pas. Il prit une grande respiration, sentit son cœur battre calmement dans sa poitrine. Étrangement, il ne ressentait plus de peur, juste une froide détermination. Il ouvrit la porte de sa maison et sortit sur le porche. Le spectacle qui l'attendait aurait fait s'effondrer la plupart des hommes.
300 fantômes blancs, 300 torches enflammées, formant un mur vivant de haine. Au centre, Marcus Sullivan, sans sa cagoule, son visage tordu par la rage, et quelque chose d'autre. De la peur? Peut-être. Tu connais pourquoi on est là, dit Marcus, sa voix portant dans le silence de la nuit. Tu as des choses qui ne t'appartiennent pas, des secrets qui ne sont pas les tiens à garder, des informations sur des hommes respectables de ce comté. Isaiah le regarda calmement. Je suis médecin. Les secrets de mes patients sont protégés par mon serment. Ton serment? Ricana Marcus. Tu es un nègre qui joue au docteur. Tu n'as aucun droit, aucun serment. Tu n'es rien. Plusieurs voix dans la foule grondèrent en approbation. Les torches s'agitèrent comme des serpents de feu. Isaiah sentit la tension monter. Ils étaient prêts à le lyncher. Juste un mot de Marcus et il se déverserait sur lui comme un déluge. Mais Isaiah avait préparé ce moment. Il leva lentement la main, tenant un objet que tous pouvaient voir. Un cahier. L'un de ces fameux cahiers. « Avant que vous ne fassiez quoi que ce soit, » dit Isaiah d'une voix claire et forte qui porta dans toute l'assemblée, « laissez-moi vous dire ce qui se passera si vous me tuez cette nuit. Dans ma maison, j'ai des registres complets de 10 années de pratique médicale. J'ai traité plusieurs centaines de patients. Parmi eux, 73 étaient des hommes blancs de ce comté, des hommes respectables, des piliers de la communauté, des gens que vous connaissez tous. » Un murmure parcourut la foule. Isaiah continua, implacable. Dans ces registres, j'ai noté chaque diagnostic, chaque traitement, chaque secret qu'ils m'ont confié. Je sais qui souffre de maladies vénériennes contractées dans des bordels. Je sais qui bat sa femme. Je sais qui a des enfants illégitimes. Je sais qui est dépendant à l'opium. Je sais qui souffre de maladies mentales. Je sais qui a commis des crimes qu'il croit enterrés. Le murmure devint plus fort. Des hommes dans la foule commencèrent à s'agiter, à échanger des regards nerveux même sous leur cagoule. Isaiah vit la peur se répandre comme une contagion. « J'ai fait 3 copies de ces registres, » continua-t-il. « L'une est ici avec moi. La deuxième est entre les mains d'une personne de confiance avec des instructions très précises. Si quelque chose m'arrive, si je ne donne pas signe de vie demain matin, ces registres seront envoyés à tous les journaux du Mississippi, de Louisiane et jusqu'au nord. La 3e copie est déjà en sécurité hors de l'État, chez un avocat qui attend mes instructions. » Marcus Sullivan était devenu livide. C'est du chantage, un nègre qui nous menace. Mais d'autres voix s'élevaient maintenant dans la foule, des voix inquiètes. Isaiah ne pouvait pas voir leur visage sous les cagoules, mais il pouvait entendre la panique dans leurs intonations. « Marcus, attends, il faut réfléchir. C'est un bluff, il n'a pas ces informations. Et si c'est vrai? Et si nos noms sont dans ces cahiers ?» La foule commençait à se fracturer. L'unité meurtrière qui les avait amenés ici se fissurait sous le poids de la peur individuelle. Car c'était une chose de se cacher dans l'anonymat d'une foule encagoulée. C'en était une autre de voir ses secrets les plus honteux exposés au grand jour. Marcus Sullivan leva les mains, essayant de reprendre le contrôle. « C'est un bluff. Il essaie juste de nous faire peur. On le brûle maintenant et on trouve ses cahiers après. » Mais Isaiah était prêt pour cette objection. Il ouvrit le cahier qu'il tenait à la main et commença à lire à voix haute, assez fort pour que tous puissent entendre. « Révérend Josiah Hampton. Consulté pour la première fois le 15 mars 1884. Diagnostic. Gonorrhée. Traitement. Injection de protargol. Patient a avoué avoir fréquenté un bordel près du fleuve où travaillent des femmes noires. Consultation ultérieure tous les 3 mois pour récurrence de l'infection. Il y eut un hoquet collectif dans la foule. Quelque part dans le cercle de fantômes blancs, quelqu'un venait de réaliser que ses secrets les plus sombres étaient sur le point d'être révélés. Le révérend Hampton, probablement, sentant 300 pères Dieu se tourner vers lui sous les cagoules. Isaiah tourna une page. Juge Thomas Cassidy. Consulté le 5 janvier 1883 pour sauver son épouse d'une hémorragie postpartum. Consulté à nouveau le 17 août 1886.
patient accompagnant Madame Eleanor Frost, épouse de son associé d'affaires, Albert Frost. Madame Frost enceinte de 4 mois, grossesse indésirée, patient a insisté pour interruption de grossesse. Procédure effectuée le 20 août. Patiente a payé $100 pour mon silence. Cette fois, c'était un silence de mort qui s'était abattu sur la foule. Isaiah pouvait sentir la terreur se propager comme un poison. Combien d'hommes dans ce cercle se demandaient maintenant si leur propre secret allait être révélé? Il continua, implacable. Shérif William Dutton. Consulté pour la première fois le « Assez !» La voix qui avait crié venait du cercle. Un homme s'avança, arracha sa cagoule. C'était effectivement le shérif Dutton, son visage rouge de colère et de honte. « Tu n'as pas le droit. C'est confidentiel. » Isaiah le regarda calmement. « Exactement, shérif, c'est confidentiel. Et ça le restera tant que je serai en vie et libre de pratiquer ma médecine en paix. Mais si vous me tuez cette nuit, toute confidentialité disparaît. Les copies de mes registres seront publiées. Tout le comté, tout l'État, tout le pays saura ce que vous avez tous fait, ce dont vous avez tous souffert, les secrets que vous avez tous cachés. » D'autres hommes commençaient maintenant à enlever leurs cagoules. Le juge Cassidy, pâle comme un mort. Le révérend Hampton, tremblant de rage impuissante. Le banquier Frost, les yeux écarquillés par la peur. Marcus Sullivan regardait la scène se désintégrer autour de lui. Sa belle armée de 300 hommes unis par la haine était en train de se transformer en une foule paniquée d'individus terrifiés par leurs propres secrets. C'est alors qu'un autre homme s'avança. Quelqu'un qu'Isaiah ne s'attendait pas à voir défendre sa cause. James Sullivan, le père de Marcus. Le vieux colonel était là, vêtu de sa robe de clan mais sans sa cagoule, appuyé sur une canne, son visage marqué par la maladie et la morphine. « Mon fils », dit-il d'une voix faible mais audible, « arrête ceci, maintenant. » Marcus se tourna vers son père, incrédule. « Père, tu es avec eux? Tu défends ce nègre ?» James Sullivan secoua la tête lentement. « Je ne défends personne. » Mais cet homme dit la vérité. Il connaît des choses qui peuvent détruire des familles entières, des fortunes, des réputations. S'il meurt cette nuit et que ces informations deviennent publiques, nous serons tous ruinés. Il y eut un moment de silence, puis James ajouta plus doucement, « Et il m'a soigné avec honneur. Il m'a dit la vérité quand les autres médecins mentaient par politesse. Il m'a donné de la dignité même dans ma maladie. Je ne permettrai pas qu'on le tue. » Cette déclaration eut un effet dévastateur sur la foule. Le colonel James Sullivan était une légende vivante dans le comté. Un héros de guerre confédéré, un patriarche respecté. S'il lui défendait le médecin noir, comment pouvait-il s'opposer? Mais Marcus n'était pas prêt à abandonner. Il se tourna vers la foule, désespéré. « Vous allez vraiment laisser un nègre nous dicter nos actions? Vous allez vraiment vous soumettre à son chantage? Où est votre fierté? Où est votre honneur? Où est... » Un homme dans la foule, un fermier du nom de Jackson dont Isaiah ne se souvenait pas avoir jamais soigné, cria « Marcus a raison, on ne peut pas laisser un nègre nous faire peur, on le pend, on brûle ses cahiers, et c'est réglé. » D'autres voix se joignirent à lui. « Oui, on le pend, on brûle tout. » Mais d'autres voix, plus nombreuses, criaient le contraire. « Non, c'est trop dangereux. Et si les copies sont vraiment déjà envoyées? On ne peut pas prendre ce risque, il faut trouver une autre solution. » La foule était maintenant clairement divisée. Certains voulaient toujours la violence, l'effusion de sang, la vengeance simple et brutale. Mais d'autres, ceux qui avaient quelque chose à perdre, ceux dont les secrets pourraient être révélés, hésitaient. Isaiah comprit que c'était le moment crucial. S'il laissait la foule se déchirer, la violence pourrait éclater de toute façon. Il devait prendre le contrôle. Il leva à nouveau la main, réclamant l'attention. « Écoutez-moi. » Sa voix coupa à travers le chaos. « Vous avez une décision à prendre ce soir. Vous pouvez me tuer, vous pouvez brûler ma maison, vous pouvez détruire cette copie de mes registres. Mais vous ne pourrez pas arrêter les autres copies d'être publiées.
Et quand elles le seront, ce ne sera pas seulement moi qui serai détruit. Ce sera vous tous. Il balaya du regard le cercle de visages, certains encore cachés sous les cagoules, d'autres exposés et vulnérables. Ou, vous pouvez faire un autre choix. Vous pouvez me laisser vivre, me laisser continuer ma pratique médicale. Et en échange, je vous donne ma parole que tant que je vivrai, vos secrets resteront secrets. Je continuerai à appliquer le serment médical que j'ai prêté. Aucune information ne sera jamais révélée, à moins que vous ne me forciez la main. Le juge Cassidy s'avança. Et comment peut-on te faire confiance? Tu es... Il s'arrêta, ne trouvant pas de mots qui ne sonnent pas comme un aveu de sa propre hypocrisie. Isaiah le regarda directement dans les yeux. Juge Cassidy, quand votre femme était en train de mourir, vous m'avez fait confiance pour la sauver. Quand vous aviez un secret que vous ne vouliez pas révéler, vous m'avez fait confiance pour garder le silence. Cette confiance, je ne l'ai jamais trahie. Et je ne la trahirai pas maintenant, à condition qu'on me laisse vivre en paix. Le révérend Hampton parla alors, sa voix tremblante. Et les copies que tu as déjà envoyées, comment peut-on être sûr qu'elles ne seront pas publiées? J'enverrai des instructions demain matin pour que ces copies soient détruites, répondit Isaiah. Mais seulement si je suis en vie demain matin. Seulement si aucun mal ne m'est fait cette nuit. C'est ma garantie, ma vie contre vos secrets. Il y eut un long moment de silence. 300 hommes, 300 torches, 300 consciences luttant contre la peur, la honte et la haine. Isaiah attendait, immobile sur son porche. Il savait qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait. Le reste dépendait de leur capacité à choisir la survie sur la violence. Ce fut finalement le banquier Albert Frost qui parla. « Messieurs, dit-il d'une voix faible, je pense que nous devons être pragmatiques. Si ce que dit le docteur Freeman est vrai, et je n'ai aucune raison de douter de sa parole puisqu'il a toujours été discret dans le passé, alors notre meilleure option est de le laisser vivre. » Des murmures d'accord parcoururent une partie de la foule. D'autres restaient silencieux, bouillonnant de rage impuissante. Marcus Sullivan fit une dernière tentative désespérée. « Vous êtes tous des lâches. Vous allez laisser un seul nègre vous intimider? Vous, 300 hommes blancs ?» Mais son père posa une main sur son épaule. « Marcus, c'est terminé. Nous devons partir. » Marcus se dégagea violemment. « Non, père, tu ne comprends pas. Si on le laisse vivre, il aura du pouvoir sur nous. Un nègre qui a du pouvoir sur des blancs. C'est inacceptable. » Le colonel Sullivan regarda son fils avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Mon fils, nous lui avons déjà donné ce pouvoir le jour où nous sommes allés le consulter en secret. Nous avons fait ce choix nous-mêmes. Maintenant, nous devons vivre avec les conséquences. » C'était fini. Marcus pouvait le voir dans les yeux de son père, dans les visages des hommes autour de lui. La volonté collective de violence s'était évaporée, remplacée par la peur individuelle de l'exposition. Un par un, les hommes commencèrent à se retourner, à marcher vers leurs chevaux. Certains gardaient encore leurs torches, mais beaucoup les jetaient au sol, comme s'ils voulaient se débarrasser de la preuve de leur participation à cette nuit. Le cercle de 300 hommes commença à se dissoudre. 30, 20, 10. Bientôt, il ne resta plus que Marcus Sullivan, debout seul dans la lueur mourante des torches abandonnées, regardant Isaiah avec une haine pure dans les yeux. « Ça ne se terminera pas comme ça, » dit-il doucement. « Un jour, d'une manière ou d'une autre, tu paieras pour cette nuit. »« Peut-être, » répondit Isaiah tout aussi doucement. « Mais pas cette nuit. Cette nuit, vous rentrez tous chez vous, et moi aussi. » Marcus cracha au sol, se retourna et marcha vers son cheval. En quelques minutes, même lui avait disparu dans l'obscurité. Isaiah ne dormit pas cette nuit-là. Il resta assis dans son fauteuil, le revolver sur ses genoux, attendant un retour possible de la violence. Mais personne ne vint. Le chemin Cypress Creek resta désert et silencieux. Quand l'aube se leva, peignant le ciel de rose et d'or, Isaiah sortit sur son porche. Le sol était jonché de torches éteintes, formant un cercle presque parfait autour de sa maison. Des marques de sabots de chevaux,
avait transformé la terre en boue, mais il était vivant. Seul, mais vivant. Il tint sa promesse. Ce matin-là, il envoya des lettres à ses 2 contacts, leur demandant de garder les copies des registres en sécurité, mais de ne pas les publier. Pas encore. Peut-être jamais, si l'équilibre précaire qu'il avait créé cette nuit pouvait être maintenu. Dans les jours qui suivirent, le comté de Wilkinson fut étrangement calme. Les gens parlaient à voix basse de ce qui s'était passé, mais personne n'osait en discuter ouvertement. 300 hommes savaient qu'ils avaient échoué, et 73 hommes blancs respectables savaient qu'un médecin noir possédait le pouvoir de détruire leur vie. Isaiah continua sa pratique médicale. Curieusement, ces patients blancs recommencèrent à venir, toujours de nuit, toujours discrètement. Mais maintenant, il y avait une différence dans leurs yeux quand ils le regardaient. Ce n'était plus seulement du mépris ou de la condescendance, c'était quelque chose de nouveau, du respect, de la peur, peut-être les deux. Le révérend Hampton vint se confesser, demandant pardon pour avoir voulu le tuer. Le juge Cassidy vint le remercier doucement pour sa discrétion. Le shérif Dutton vint simplement pour une consultation, ne mentionnant jamais la nuit du 23 octobre, comme si elle n'avait jamais eu lieu. Mais tout le monde savait que quelque chose avait changé irréversiblement dans le comté de Wilkinson. Un homme noir avait défié 300 membres du Ku Klux Klan et avait survécu. Plus que survécu, il avait gagné. Pas par la violence, pas par la force, mais par le savoir et la vérité. Cette histoire se répandit, murmurée dans les communautés noires du Mississippi. Elle donna de l'espoir à certains, leur montra qu'il était possible de résister, même dans un système conçu pour écraser toute résistance. D'autres la trouvèrent terrifiante, craignant que la survie d'Isaiah n'attire des représailles encore pires sur d'autres noirs. Pour la communauté blanche, ce fut une humiliation silencieuse qu'ils ne pouvaient jamais reconnaître publiquement. Comment admettre que 300 hommes armés avaient été tenus en échec par un seul homme noir, avec rien d'autre qu'un cahier de notes médicales? Marcus Sullivan ne pardonna jamais. Il continua à chercher des moyens de se venger d'Isaiah, mais toujours indirectement, toujours prudemment. Il fit pression pour faire passer des lois plus strictes contre les médecins noirs. Il essaya d'intimider les patients noirs d'Isaiah pour qu'ils cessent de le consulter. Il répandit des rumeurs selon lesquelles Isaiah pratiquait une médecine dangereuse, non prouvée. Mais Isaiah survivait. Il survivait parce qu'il comprenait quelque chose de fondamental sur le pouvoir. Le pouvoir n'était pas seulement dans la force ou le nombre. Le pouvoir était dans l'information. Et plus important encore, dans le contrôle de cette information. Il continua à tenir ses registres, à documenter chaque consultation avec la même précision méthodique. Chaque nouveau secret devenait une nouvelle couche de protection. Chaque nouveau patient blanc qui franchissait son seuil renforçait sa position. Mais il y avait une tragédie profonde dans cette victoire. Isaiah avait survécu, oui, mais à quel prix? Il vivait maintenant dans un état de vigilance constante. Il ne pouvait faire confiance à personne. Il ne pouvait se permettre de se marier, de fonder une famille, de vivre une vie normale. Sa survie dépendait du maintien de cet équilibre précaire entre être utile et être dangereux. Et au fond de lui, il savait que son pouvoir n'était qu'une illusion fragile. Il ne pouvait changer le système. Il ne pouvait protéger personne d'autre que lui-même. Samuel Porter était toujours mort, victime d'une injustice qu'Isaiah n'avait pu empêcher. Des milliers d'autres Noirs du Mississippi souffraient toujours sous le joug de la ségrégation et de la violence. Isaiah avait gagné sa bataille personnelle, mais la guerre était loin d'être terminée. Et il le savait. Les années passèrent. 1893, 1894, 1895. Isaiah vieillit. Ses cheveux commencèrent à grisonner. Ses mains, autrefois si fermes pour tenir un scalpel, développèrent un léger tremblement. James Sullivan mourut en 1894, la syphilis ayant finalement consumé son cerveau et son corps. Isaiah assista aux funérailles.
debout à l'arrière de l'église blanche, où il n'était normalement pas autorisé. Personne ne protesta. Marcus Sullivan le regarda avec une haine toujours brûlante, mais ne dit rien. D'autres de ses patients moururent aussi. Le révérend Hampton d'une crise cardiaque, le banquier Frost d'une overdose d'opium, peut-être accidentelle, peut-être intentionnelle. Chaque mort emportait avec elle des secrets, mais Isaiah en connaissait toujours plus qu'assez pour maintenir son pouvoir fragile. De nouveaux patients vinrent. Une nouvelle génération d'hommes blancs, avec leurs propres maladies honteuses, leurs propres secrets sombres. Et Isaiah les soignait tous, notant tout, ajoutant de nouvelles pages à ses cahiers. En 1896, quelque chose d'étrange se produisit. Le shérif Dutton vint le voir, non pas pour une consultation médicale, mais pour une faveur. Un crime avait été commis, un homme noir accusé de viol. Dutton savait que l'homme était innocent, que le véritable coupable était un blanc dont la famille avait des connexions politiques. Dutton demanda à Isaiah de témoigner devant le tribunal, de fournir un témoignage médical qui prouverait l'innocence de l'homme noir. C'était un risque énorme pour les deux hommes. Isaiah accepta néanmoins. Le jour du procès, Isaiah entra dans la salle d'audience, conscient de tous les regards qui se tournaient vers lui. Il présenta son témoignage avec clarté et précision, utilisant sa connaissance médicale pour démontrer que l'accusation ne tenait pas. Le juge, Thomas Cassidy, écouta. Et pour la première fois dans l'histoire du comté de Wilkinson, un homme noir fut acquitté sur la base du témoignage d'un médecin noir. C'était une petite victoire, presque insignifiante dans le grand schéma des choses. Mais c'était une victoire néanmoins. Isaiah Freeman mourut en 1908 à l'âge de 51 ans d'une pneumonie. Il était seul chez lui quand la mort vint le chercher, ses cahiers cachés sous le plancher comme toujours. La communauté noire du comté pleura sa perte. Des centaines de personnes assistèrent à ses funérailles, témoignant de l'impact qu'il avait eu sur leur vie. La communauté blanche resta silencieuse, mais plusieurs hommes respectables envoyèrent discrètement des couronnes funéraires, sans carte, sans nom. Après sa mort, ses cahiers furent découverts par le pasteur noir, à qui il avait confié l'une des copies de ses registres. Cet homme, comprenant le pouvoir et le danger de ces documents, prit une décision. Il les brûla, tous, les originaux et toutes les copies qu'il put trouver. C'était peut-être la plus grande ironie. Les secrets qu'Isaiah avait si soigneusement documentés, qui avaient été sa protection pendant des années, furent détruits pour protéger la communauté noire du comté. Car le pasteur savait que si ces cahiers tombaient entre de mauvaises mains, ils pourraient être utilisés pour justifier des violences terribles contre tous les Noirs de la région. Les secrets moururent avec Isaiah, officiellement en tout cas. Mais des murmures persistèrent. Dans les décennies qui suivirent, quand des familles blanches respectables du comté de Wilkinson connurent des scandales inattendus, des chutes soudaines de leur fortune, des révélations embarrassantes, certains se demandaient si Isaiah n'avait pas laissé d'autres copies cachées quelque part. Si un de ces cahiers n'avait pas survécu, conservé par quelqu'un qui savait comment l'utiliser. En 1920, Marcus Sullivan, maintenant un vieil homme amer, mourut dans un incendie mystérieux dans sa demeure. Certains dirent que c'était un accident. D'autres murmurèrent que c'était une justice poétique, que les fantômes du passé étaient revenus réclamer leur dû. La maison d'Isaiah, au bout du chemin Cypress Creek, fut abandonnée, puis démolie dans les années 1930. Mais les gens du coin juraient encore qu'on pouvait parfois voir une lumière dans les ruines la nuit, comme si quelqu'un tenait toujours une veille silencieuse. L'histoire du siège, qui n'eut jamais lieu officiellement, devint une légende dans la communauté noire. Les détails variaient selon qui racontait l'histoire. Certains disaient que 100 hommes du clan étaient venus, d'autres disaient 1000. Certains affirmaient qu'Isaiah les avait tous fait fuir avec un seul regard. D'autres disaient qu'il avait fait un pacte avec le diable. Mais ceux qui avaient été là cette nuit-là
Les 300 hommes qui avaient formé ce cercle de feu et de haine autour d'une modeste maison en bois ne parlèrent jamais de ce qui s'était vraiment passé. C'était leur secret à eux maintenant, leur honte collective qu'ils emportèrent dans leur tombe, En 1995, presque un siècle après les événements, un historien qui faisait des recherches sur le comté de Wilkinson découvrit quelque chose d'étrange dans les archives locales. Pour le 24 octobre 1892, il y avait un vide complet dans les rapports du shérif. Aucune activité enregistrée, aucun incident rapporté. Comme si cette nuit n'avait jamais existé. Pourtant, il trouva aussi des anomalies intéressantes. Dans les semaines qui suivirent cette date, plusieurs familles blanches respectables du comté avaient fait des dons inhabituellement généreux à l'église noire locale. Plusieurs hommes avaient soudainement quitté leur position de pouvoir, citant des raisons de santé. Le Ku Klux Klan local avait connu une période de calme inhabituelle qui avait duré plusieurs années. L'historien interrogea des descendants, fouilla dans de vieilles lettres et journaux intimes. Il trouva des références obliques. Une lettre d'une femme blanche à sa sœur mentionnant « la nuit terrible où les hommes sont partis et sont revenus changés ». Un journal intime d'un homme parlant de « la honte qui pèse sur ma conscience depuis cette nuit d'octobre ». Mais aucun document direct, aucune preuve concrète, juste des ombres et des murmures. L'historien écrivit un article spéculatif sur ce qu'il appelait « l'incident Cypress Creek », suggérant qu'un événement significatif, mais non documenté, s'était produit cette nuit-là. Son article fut publié dans une revue académique obscure, lu par quelques dizaines de personnes, puis oublié. La vérité sur ce qui s'était vraiment passé resta enterrée avec les hommes qui y avaient participé. Et peut-être était-ce mieux ainsi. Certaines histoires sont trop dangereuses pour être racontées. Certaines vérités trop dérangeantes pour être admises. Alors, cette histoire est-elle vraie? A-t-elle vraiment eu lieu? Y a-t-il eu un médecin noir nommé Isaiah Freeman qui a tenu tête à 300 membres du Ku Klux Klan avec rien d'autre que des cahiers remplis de secrets? Les registres officiels ne disent rien. Mais l'absence de preuves n'est pas une preuve d'absence. Dans le sud d'après-guerre, tant de choses se passaient dans l'ombre, non documentées, non rapportées. Tant de violences effacées. Tant d'actes de résistance silencieux oubliés. Peut-être qu'Isaiah Freeman a vraiment existé sous un autre nom. Peut-être que sa confrontation avec le clan s'est produite différemment. Peut-être que l'histoire a été embellie, transformée, magnifiée par le temps et la répétition. Ou peut-être que tout ceci n'est qu'une légende. Une histoire que les gens se racontaient pour se donner de l'espoir dans des temps désespérés. Une fable morale sur le pouvoir du savoir face à la tyrannie de l'ignorance. Mais voici ce qui est indéniable. Dans le Mississippi de la fin du XIXe siècle, des hommes noirs et des hommes blancs vivaient côte à côte dans un système de ségrégation brutale. Des médecins noirs, formés dans le Nord, revenaient dans le Sud pour servir leur communauté. Le Ku Klux Klan terrorisait vraiment quiconque défiait l'ordre racial. Et parfois, dans cette mer de violence et d'oppression, il y avait des moments où l'intelligence et le courage l'emportaient sur la force brute. Si ces moments se produisaient une fois, ils ont pu se produire 1000 fois. Et si l'histoire d'Isaiah Freeman n'est pas littéralement vraie, elle représente une vérité plus profonde sur la résistance, la dignité et le pouvoir de l'information. Ce qui est certain, c'est que quelque part dans les archives poussiéreuses du comté de Wilkinson, ou peut-être dans un grenier oublié, ou enterré sous une vieille maison démolie, il pourrait encore exister un cahier rempli de l'écriture serrée et précise d'un médecin noir. Un cahier contenant des secrets qui pourraient encore, aujourd'hui, faire tomber des réputations et révéler des vérités cachées. Et peut-être que ce cahier attend simplement d'être découvert. Vous avez entendu cette histoire jusqu'au bout. Maintenant, dites-moi en commentaire, croyez-vous que cela s'est vraiment produit? Pensez-vous qu'il existe encore quelque part des preuves de cette nuit extraordinaire?
Abonnez-vous pour plus d'histoires troublantes de notre histoire cachée et partagez cette vidéo avec ceux qui s'intéressent aux mystères non résolus du passé. Parce que l'histoire, mes amis, ne révèle pas toujours tous ses secrets. Parfois, elle les garde enterrés, attendant que quelqu'un soit assez brave pour les déterrer.